On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un chanteur et animateur qui s'est présenté près d'une résidence pour personnes aînées à Saint-Jean-sur-Richelieu et le clip est rendu à 75 000 vues sur Facebook. Mais d'abord, parlons de la fermeture des écoles et des impacts pour la Commission scolaire des Hautes-Rivières avec sa directrice générale, Dominique Lachapelle. Question de voir un peu les enjeux et les impacts pour la Commission scolaire des Hautes-Rivières de ces fermetures d'écoles et d'une réouverture, on ne sait pas quand encore officiellement. On rejoint à cet effet la directrice générale de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Dominique Lachapelle. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Expliquez-nous d'abord dans les premiers jours de cette pandémie, là, à partir de la mi-mars, quand le gouvernement et la santé publique a commencé, disons, à presser le pas, ensuite l'annonce de la fermeture des écoles, pour une première séquence qui, par la suite, a été prolongée. De quelle façon avez-vous été avisé? De quelle façon avez-vous réagi? Quels ont été les enjeux auxquels vous avez été confrontés dans une organisation comme la Commission scolaire? Donc, la première consigne qu'on a reçue date du 13 mars, ou le 12 mars plutôt, Ouais. là, où on avait là, comme consigne de travailler par rapport au regroupement pour éviter là, les contaminations par rapport à la COVID-19. Donc, on a fermé les écoles le 13 mars pour travailler avec nos milieux, parce que c'est pas évident, hein, parce que dans nos écoles qui sont très pleines, là, les enfants sont vraiment à proximité. Donc, on a tout de suite travaillé le 13 mars. Les écoles étaient fermées pour être prêts le lundi suivant, pour être capable là, de vraiment là, être capable d'éviter les regroupements là, dans chacune de nos écoles primaires et nos écoles secondaires. Donc, cette journée-là, on a travaillé avec nos gestionnaires. Par la suite, on a su que les écoles seraient fermées là, jusqu'au 30 mars à l'époque. Là, c'était ça. Donc, pendant le week-end, on a travaillé parce qu'on devait, s'organiser autrement et aussi ouvrir 8 services de garde d'urgence. Donc, le samedi, le dimanche, le 14 et le 15 mars, on a travaillé là, par rapport à nos services de garde d'urgence. Donc, on a travaillé avec tous nos gestionnaires, ceux qui étaient considérés, parce qu'il faut qu'il y ait une rotation aussi de personnes là, avec les instances syndicales. Donc, on a réussi le lundi 16 mars à ouvrir 8 services de garde d'urgence là, pour être en service à la population qui en avait besoin au niveau des services essentiels. Donc, par la suite, on a vu que les écoles seraient fermées à ce moment-là, c'était jusqu'au 30 mars. Donc, on a regardé. Tout de suite, là, il y avait la préoccupation. Comment on va rejoindre nos familles? Comment on va rejoindre nos élèves? Pour pas qu'il y ait une crainte là, pendant presque un mois sans école, là, qu'ils puissent avoir là, tout de suite accès là, à la pédagogie, tout ça. Et bien avant que le ministère là, mette en ligne là, ses propres activités, nous, on avait déjà en ligne là, certaines activités là, qu'on a mis sans mettre de la pression aux parents, parce que le but, c'était vraiment là, que les parents n'aient pas de pression, mais qu'on puisse là, comme garder là, le cerveau en forme. Et pendant ce temps-là aussi, nos enseignants, là, ils n'ont pas attendu qu'on leur demande. Là, plusieurs enseignants ont contacté leurs élèves et au niveau de nos écoles, là, les directions étaient préoccupées là, de rejoindre nos familles, là, qu'on a plus de difficultés à rejoindre d'habitude, là, pour être certain qu'ils puissent avoir accès à des apprentissages aussi. De façon ludique, sans mettre trop de pression, mais là, plus ça avance, plus on essaie de structurer davantage la pédagogie. Bon, parce qu'on le sait, au départ, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, disait, bon, on ne demande pas aux parents de se transformer en professeurs, mais ceux qui le veulent volontairement peuvent quand même peut-être donner un peu de pédagogie pendant ce temps-là en leur donnant des outils. Oui, puis le but, c'était vraiment là, de baisser l'anxiété des enfants, l'anxiété des familles et qu'il y ait un lien avec l'école, qu'on ne perde pas le lien avec l'école. Hein. On a des familles là, qui en ont besoin de ce lien-là. Puis le lien entre un élève et son enseignant, c'est précieux. Et c'est sûr que nous, on a fait comme un genre de comité de crise, différents petits comités, là, des comités qui travaillaient par rapport à tout ce qui était technique pour qu'on puisse rapatrier le matériel. Là, certains parents là, avaient oublié, il y a certains enfants ont oublié leurs lunettes, leurs prothèses et tout ça. Là, donc, il fallait trouver une façon là, de pouvoir remettre là, les effets essentiels. On a dû revenir en arrière, mais on a quand même, toute notre structure était prête. Et puis là, on peut remettre là, les outils essentiels aux élèves là, avec des modalités là, particulières. Donc, il y avait à la base donc, un enjeu de communication, mais majoritairement aujourd'hui, quand même, la commission scolaire, les directions d'école ont des adresses courriels pour rejoindre les parents. Tous les parents, la plupart des parents, il y en a peut-être certains parents qui ont
qui se sont expatriés là, pour différentes raisons. Mais la plupart des parents ont été rejoints, la plupart des familles ont été rejoints et on sait qu'on a entre 75 et 100 des enseignants qui ont rejoint leurs élèves. Le gouvernement a beaucoup parlé, et le premier ministre lui-même, disant que la semaine de relâche, évidemment, n'avait pas aidé d'un point de vue de santé publique parce que plusieurs parents et enfants, et même enseignants, forcément, ont quitté le pays, sont revenus. Est-ce que ça, pour vous, ça a été ensuite, une fois qu'on l'a su, parce qu'au retour, le 9 mars, on ne le savait pas trop, mais dans les jours qui ont suivi, on a commencé à avoir la préoccupation à savoir est-ce qu'il y a des enseignants ou des enfants qui ont pu peut-être être en contact avec la COVID et qui sont revenus, dans le fond, dans les murs de nos écoles dans la semaine du 9 mars? On avait déjà des consignes à l'époque de la santé publique de garder les gens en quarantaine. Là. Ceux qui revenaient à une certaine date, là, au mois de mars, là, devaient s'en aller en quarantaine pour 14 jours et revenir après. Donc, cette consigne-là, on l'a eu assez rapidement de la santé publique. Là. Bon, au sein même de l'administration de la commission scolaire, pour ce qui est du quartier général sur la rue de Notre-Dame, comment ça fonctionne? Qui travaille physiquement? Qui travaille en télétravail? De quelle façon avez-vous géré tout ça pour la protection de vos employés au quartier général? Donc, on essaie là, présentement qu'il y ait peut-être 3 ou 4 personnes dans le siège social. Là. Les autres sont en télétravail. Donc, on a vraiment travaillé à les outiller avec un ordinateur, avec un VPN, pour qu'ils puissent être en télétravail. Tous nos cadres, tous nos gestionnaires, nos directions d'établissement, nos directions de centre sont en télétravail, parce qu'on nous, on continue à préparer là, ce qu'il faut préparer à chaque jour pour pouvoir mener à bien là, ce qu'on est en train de faire, puis l'année prochaine. Donc, la plupart des gens sont en télétravail. Ceux qui viennent au centre, c'est parce que souvent, là, nos logiciels sont trop lourds pour être sur un seul ordinateur. Là, donc, on a besoin de quelque chose d'un peu plus puissant, là, mais tout est très balisé là, pour qu'il n'y ait que tout le monde soit en sécurité par rapport à leur santé. Bon, une question qui touche pas juste la commission scolaire, mais l'ensemble du monde de l'éducation au Québec en ce moment. Que font les professeurs pendant tout ce temps-là, dans la mesure où, contrairement à d'autres employés dans le privé qui ont été mis au chômage faute de travail, dans ce cas-ci, les profs continuent d'être rémunérés? Est-ce que les profs sont quand même capables de faire un minimum de travail à la maison? Doivent-ils ou non être en disposition du gouvernement pour aller prêter main forte dans les CHSLD? C'est M. Legault lui-même qui disait ça là, il y a quelques jours à peine. De quelle façon les professeurs, dans le fond, sont-ils occupés ou rémunérés durant cette période? Bon, les enseignants sont rémunérés là, à temps plein et la plupart s'occupent de leurs propres enfants, de leurs élèves. Et on a certains membres là, du personnel qui vont aller prêter main forte là, au niveau de la santé là, dès à partir de dès demain. Là. Donc, on a une liste là, qu'on envoie présentement au ministère là, qui va permettre là, d'envoyer des gens en santé là, selon des critères là, que le ministère et que la santé publique nous a donnés. Donc, nous, on considère que notre monde de travail sont facilement rejoignables. Les directions d'école parlent à leur personnel par notre système là, que nous, on utilise là, pour être en rencontre. Donc, c'est sûr. Puis les gens s'occupent de leurs enfants aussi. Il ne faut pas oublier, hein, les enseignants, le personnel professionnel de soutien ont aussi des enfants à s'occuper. Bon. Là, vous avez dit en début d'entrevue que vous aviez donc 8 services de garde en urgence, évidemment, pour accommoder les parents du monde de la santé et des services essentiels. Est-ce que ces 8 services de garde sont toujours en opération, ou il y en a moins, ou il y en a plus? Ils sont toujours en opération et même si quelquefois, là, on n'a pas beaucoup d'enfants, on les garde quand même ouverts parce qu'on se dit que le ratio là, doit être moindre étant donné là, la situation de pandémie. Donc, on essaie de garder des ratios qui sont bas. Donc, si on a 3 enfants, là, on voit là, pendant le congé de Pâques, on a eu un peu moins, bien, on gardait le service de garde ouvert. Si on n'avait pas d'enfants à ce moment-là, on s'assurait que si jamais il y a des parents qui se présentent le jour même, parce que toute l'inscription se fait par le ministère, bien, ils puissent tout de suite aller au service de garde à côté, parce qu'on en a qui sont quand même à proximité. Là. Bon, le week-end Le week-end dernier, le premier ministre a surpris bien des gens en répondant à une question toute simple, à savoir est-ce que ça tenait la route encore la réouverture des écoles le 4 mai? Et M. Legault de répondre « et oui, et peut-être même avant ». Bon, le lendemain, il a réajusté le tir et tout ça. Ça a surpris un peu tout le monde. Est-ce que vous, à la commission scolaire aussi, la déclaration vous a pris un peu de cours? Non, parce que nous, là, on travaille, comme je dis, on a plusieurs comités, puis on travaille à accueillir les élèves prochainement, là, si jamais c'était une orientation de la santé publique. On le sait très bien que dans les scénarios possibles, peut-être ce ne sera pas tous les élèves, peut-être qu'il faudra aménager là, certaines écoles différemment.
Donc, on se prépare à un ensemble de scénarios possibles et Ouais. nous, on se prépare toujours pour le pire. Quand on est en gestion de crise, là, notre travail à nous, là, c'est de se préparer pour le pire puis le mieux. Donc, si jamais il y avait des enfants qui revenaient avant la fin de l'année scolaire, là, on Ouais. serait capable, en mesure de voir ce qui est possible pour pouvoir garder là, les critères que la santé publique nous Bon. demande de garder. Parce que le pire, je présume, c'est de dire, bon, ben on arrête tout ça puis on recommencera à l'automne. Mais en même Mais temps, on sent que c'est peu probable, premièrement, d'un point de vue pédagogique, académique, surtout pour les élèves du secondaire ou même ceux de sixième année. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine importance à revenir à l'école avant l'été, là? bien, on va attendre là, Ouais. l'alignement du ministère. C'est sûr qu'il y a tout le jugement de l'enseignant, puis on sait qu'il y a des enseignants qui sont en lien avec leurs élèves. On regardera ce que sera l'alignement, mais nous, en tout cas, on est prêts dans la façon dont on travaille là, pour accueillir là, de façon graduelle les élèves. Et même pour septembre, là, étant donné le scénario de pire, c'est que les enfants reviennent en septembre. Même pour septembre, là, on se prépare à ça aussi, là, parce que des élèves qui auront été aussi longtemps à la maison et qui arrivent en septembre, il y aura d'autres types là, de choses à considérer qu'une rentrée traditionnelle, là. Donc, il Ouais. faut vraiment voir tous les scénarios. Bon, parce que est-ce qu'il y aura, dans le fond, des périodes de rattrapage? Là, je comprends que le gouvernement a suspendu les examens du ministère, mais quand même, puis en principe, il y avait quand même quoi, comme le disait le ministre Roberge, au moins 2 tiers de l'année de passée. Donc, on est capable d'évaluer les élèves en fonction de les faire passer à l'année suivante? Oui, les élèves les plus préoccupants, ce sont nos élèves qui ont davantage de difficultés d'apprentissage et c'est Oui. ceux-là qu'en ce moment, de façon prioritaire qu'on doit penser, puis qu'on doit être capable de structurer là, des accompagnements quand ce sera le moment venu du retour, là, qui vont leur permettre là, d'aller chercher des apprentissages. Et puis, ça peut être étonnant, hein, dans cette période-là, là, il y a certains enfants qui, peut-être les premières semaines, trouvaient ça intéressant Oui. de faire moins, mais en ce moment, là, je vous dirais là, qu'il y en a là, qui commencent à développer ce qu'on appelle l'autonomie. Oui. L'autonomie dans ses apprentissages. Fait qu'il y a pas juste il y a des choses bien tristes pendant une pandémie parce qu'il y a des gens malades, il y a des gens Oui. qui décèdent, mais il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes comme Et- des leviers. Donc, un enfant qui Ouais. découvre tout d'un coup que lui, par lui-même, il est capable d'apprendre, c'est extraordinaire aussi. Et Et ça, peut-être j'ai même, peut-être même que les enfants vont s'ennuyer de l'école, finalement. exact, exact. En terminant quelques secondes, la commission scolaire, c'est quand même près de 4000 employés au grand total. Quel est le message que vous donnez à vos employés aujourd'hui? Bien, moi, je veux remercier mes employés. Moi, j'ai un grand privilège d'être leur direction générale. Tous les employés qui présentement travaillent le font sur base volontaire, parce qu'on ne faut pas Ouais. oublier que j'avais un décret, qu'on Ouais. aurait pu l'utiliser. C'est sur base volontaire. Ce sont des gens qui en donnent beaucoup. Je pense aux concierges, aux éducatrices en service de garde, à mes directions d'école. Les professionnels sont extraordinaires et les enseignants, là, ils font un travail avec certains élèves, là, c'est exceptionnel, du primaire jusqu'au secondaire. Donc, c'est un merci là, profond à tous ces employés-là qui donnent le meilleur d'eux-mêmes en ce moment. Dominique Lachapelle, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir. Restez avec nous. Dans quelques instants, on rejoint un chanteur-animateur qui est allé divertir les personnes aînées sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous savez que l'une des plus grandes préoccupations de cette crise à ce moment-ci, c'est vraiment nos aînés dans les CHSLD, entre autres les maisons pour retraités. Et évidemment,
on sent bien que le confinement pour les personnes âgées risque d'être probablement plus long que la moyenne de la population. Donc, ces gens-là ne peuvent pas vraiment sortir, se font aider, évidemment, dans la mesure du possible, mais il faut également divertir nos personnes âgées. Et quoi de mieux que d'aller, dans le fond, à l'extérieur, à proximité des maisons, dans un parc, pour que nos personnes âgées puissent, de leur balcon, entendre et se divertir. Et dans les derniers jours, j'ai vu sur les médias sociaux un clip qui, aujourd'hui, est rendu à 75 000 vues d'un animateur-chanteur du nom de François Chevrier qui s'est présenté à la résidence Le Quartier sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu le 7 avril dernier. On le rejoint à l'instant. Il est à Valleyfield aujourd'hui. M. Chevrier, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Latour. Expliquez-nous dans quel contexte vous vous êtes retrouvé à chanter en plein air à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a quelques jours. Bien, ça a été plus qu'une étape. La première étape que j'ai faite, j'ai enregistré des vidéos, des capsules sur Facebook pour justement briser l'isolement. J'ai commencé par une chanson, 2 chansons, 3 chansons. Et j'avais le goût de faire ce concept-là, d'aller chanter à l'extérieur, alentour. Et j'ai pas eu le temps de l'offrir que le téléphone a sonné. Et il y a un complexe à Montréal-Nord qui s'appelle Au fil de l'eau, dont le propriétaire est M. Méliara, qui m'a demandé d'aller chanter au balcon des résidents qui étaient confinés depuis déjà quelques jours. Vous savez que le concept s'était vraiment teinté sur une tradition italienne qui s'appelle la serenata. Alors, c'est pour ça que le spectacle évolutif que je présente un peu partout dans la grande région de Montréal est basé là-dessus, qui s'appelle la serenata. C'est-à-dire chanter des chansons pour divertir les gens et les faire chanter, les faire bouger, les transporter une émotion qui est positive. Bon. Et là, donc, vous avez chanté du côté de résidence à Montréal. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé chez nous à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, M. Migliara, qui est le propriétaire, a dans sa famille quelqu'un qui en a une autre résidence. Et ayant vu le résultat qu'on a eu à cette résidence-là, m'a invité à une autre. Nous, on a mis un clip sur Facebook. Et de but en blanc, bien, maintenant, on en a à tous les jours dans la grande région de Montréal. Vous voyez, aujourd'hui, on est au Reflet, à Valleyfield, et qui ne fait pas partie de ce réseau-là, qui est un réseau extérieur à ces réseaux-là. On est en demande aussi d'autres groupes immobiliers. Et aussitôt qu'il fait beau, quelques jours à l'avance, bien, on planifie nos prestations pour être au rendez-vous. On espère toujours que la météo va être de notre côté. Bon, parlez-nous de vous un peu. Vous êtes animateur, chanteur, vous faites ça dans la vie. Là, ça fait quand même... C'est pas d'hier, là. Non. Je suis quelqu'un... Le projet là, que je fais de chanteur-animateur dans la formule actuelle, j'ai été l'année dernière au parc Gouin-Langelier. J'ai été honoré pour 20 ans. Parce que dans le coin du Gouin-Langelier, il y a plusieurs complexes de retraités. Et je fais des soirées animées, chansons et danses en ligne depuis 20 ans. Ça a été surtout l'année passée. Et j'ai une formation de chanteur. J'ai pris des cours de chant chez Lucie Dumont il y a quand même plusieurs années. J'ai pris des cours de danse. J'ai 5 professeurs de danse. Et j'ai appris la musique, l'animation, l'interprétation. Et je pense qu'il y a beaucoup de vent par chez vous à Valleyfield aujourd'hui, là. Écoutez, faire ce que je fais à l'extérieur, M. Latour, il faut, en plus d'être capable d'animer et chanter, il faut avoir une très, très bonne forme physique. Ouais. Ce que j'ai, je suis une personne qui s'entraîne beaucoup, alors c'est pas les intempéries qui m'arrêtent. Ça peut parfois nous ralentir, mais jamais nous arrêter. Et là, expliquez-nous, dans le fond, dans le cas de la résidence Le Quartier sur boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc le mardi 7 avril, vous débarquez là. Et là, comment ça fonctionne? Vous installez vos amplificateurs, vos haut-parleurs, vous branchez. Comment ça fonctionne? On est sur ils nous ont mis sur un chariot, là. C'est plus loin qu'une remorque. Et moi, j'ai 2 gros systèmes de son qui sont orientés parce que c'est deux phases. Hein? Ouais. Il y a 2 tours, si je me rappelle bien. Exact. Alors, on enligne des systèmes de son qui sont à 180 degrés dans 2 angles pour être capable de couvrir un large spectre. Et là, ben, on fait un répertoire qui va durer environ une vingtaine de minutes pour être capable de divertir les gens qui sont là. Et ensuite, on débranche, on prend la remorque, on change de mur, on va sur un autre mur, et ainsi de suite. On passe, en tout cas, une bonne partie de l'après-midi.
Bon, bien là, si vous permettez, on va montrer d'ailleurs un extrait de ce que c'est. Je dois faire une petite manipulation à l'ordinateur parce que nous aussi, on est en service réduit. On protège nos employés de la technique. Mais je veux montrer quand même le clip de ce que ça a donné. Et je vais le mettre ici, plein écran. Vous allez l'entendre avec moi. Je le fais jouer à l'instant. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say it's easy. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Ah, des belles chansons qu'on avait dans les années 60. Il a popularisé celle-ci aussi que vous vous souvenez certainement. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Donc voilà, ça nous donne un peu un aperçu de ce que c'était. Attendez, je vais juste faire la petite manipulation pour revenir à vous, mon cher. Et voilà, j'y arrive dans quelques secondes. Et voilà. Donc, on a présenté l'extrait, mais c'est quand même assez magique. Premièrement, la qualité sonore est au rendez-vous. Vous avez quand même un pas pire talent. Vous maîtrisez bien, disons, vous maîtrisez bien ce répertoire. Ah oui. Évidemment, j'ai très, très large répertoire. Je chante en anglais, en français, en espagnol, en italien. Et je fais toutes sortes de styles. Ça se décline dans beaucoup de styles. Et on a évidemment beaucoup de plaisir. Là, ce que vous avez pris, ce qui a été choisi, c'est un medley que je fais des grands succès d'Engelbert Humperdinck. Mais évidemment, il y a Tom Jones, il y a des succès country. Il y en a plusieurs. Les gens peuvent les voir sur mes lives que je fais à tous les 2 jours sur Facebook. J'ai passé presque à 3000 amis dans l'espace de 2 semaines sur Facebook et ils viennent à tous les 2 soirs écouter les directs que je fais et ils font des demandes spéciales et je chante un répertoire très, très, très vaste et les gens s'amusent beaucoup. Et là, c'est quand même fantastique parce que le clip qu'on a vu à la résidence Le Quartier à Saint-Jean, vous êtes rendu à 75 000 vues. C'est phénoménal, là. Je suis le premier surpris de voir l'engouement que ces clips-là, parce que c'est pas le seul. Hein. Vous savez que lui qui est à 75 000, mais on en a au moins 2 ou 3 autres qui dépassent les 20 000. Moi, je ne peux que me réjouir du succès qui m'arrive actuellement, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans un circuit et les gens m'engagent depuis 20 ans et ils aiment ça. La chance que je viens d'avoir, c'est que la grande région de Montréal et un peu plus ont eu quand même la chance de le voir et je suis content d'être capable de le partager avec tout le monde. Bon. Et qui sont ces gens qui vous accompagnaient et qui dansaient autour de vous? C'est le personnel. Si on parle de la résidence de quartier, c'est le personnel et le propriétaire. OK. Bon. Et il y a des gens, partout où je passe, il y a des gens. Il n'y avait pas de curieux. À cet endroit-là, il n'y avait pas de curieux. Mais il ne faut pas oublier une chose, on ne dit pas à l'avance à quel complexe on va être parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un attroupement de gens. Hein. Étant donné qu'il y a une distanciation, on est obligé de tenir compte. Bon. Et parlez-moi de la réaction des personnes âgées. Vous les connaissez bien. Là, ils sont sur leur balcon avec des manteaux et tout ça. Ils sont un peu tannés d'être pris un peu à l'intérieur. Bref, c'est quoi la réaction des gens qui sont sur les balcons? Bien, écoutez, moi, ce que j'essaie de transporter, c'est la joie de vivre. Hein. Alors, j'essaie de les faire chanter, j'essaie de les faire danser. Je leur demande un bout de tissu. S'ils ont des chaudrons, on fait du bruit, on tape des mains, on chante, on danse. J'essaie de mettre ça le plus festif possible pour que les gens passent un bon moment parce que il faut savoir qu'actuellement, les gens confinés commencent à avoir un moral qui descend. Hein? Ah. Alors, moi, ce que je vais transporter comme joie de vivre, comme émotion, c'est vraiment d'oublier tout ça pour au moins un bon 20 minutes, une bonne demi-heure pour qu'on puisse s'amuser.
Là, est-ce qu'il est possible qu'on vous revoie en quelque part à Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce qu'il y a d'autres résidences Oui. aussi. Il y a Chartwell Oasis, il y a le Sélection. Bref, il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plein d'autres. On attend évidemment, on attend les invitations. S'il y en a qui ont des invitations à nous faire, c'est clair qu'on va y aller. Ça va nous faire plaisir de retourner à Saint-Jean-sur-Richelieu, saluer les gens, les faire chanter, les faire danser et transporter la joie de vivre. On sait que de toute façon, c'est pas pour toujours. Hein, le confinement, c'est encore sûr. pour quelques jours peut-être. Alors, c'est sûr que ça apporte du bonheur aux gens. Et moi, je suis très heureux d'être capable de contribuer à ce bonheur-là. Bien, François Chevrier, c'est un plaisir. Félicitations encore une fois, puis bonne continuation. Je pense que ça fait du bien. C'est un baume pour le cœur à toutes ces personnes âgées qui sont un peu confinées en ce moment. Donc, un gros merci. Merci beaucoup, M. Latour. Passez une bonne journée. Au plaisir. Au revoir. Restez avec nous dans quelques instants. C'est le mot de la fin. Oui, c'est vrai, il existe des programmes gouvernementaux, fédéral, provincial, mais même ici, localement, il y a un fonds d'urgence qui a été créé pour aider les entreprises, les entrepreneurs de la région. Je vous ai mis différentes adresses à l'écran, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, NextDev ou encore la Chambre de commerce, où vous pouvez aller chercher des renseignements, bien sûr, pour tenter de vous aider. On va vous souhaiter une excellente fin de semaine, puis nous, on se retrouve lundi prochain, prochaine édition d'ericlato.com. Bye-bye.